Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va débuter avec l'analyse du Bitcoin. Juste avant, je vous rappelle que le concours de trading Diabolo a débuté il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur diabolo.io. Il y a des cash prizes à gagner et c'est avec des comptes fictifs, donc venez participer. Pour le Bitcoin, si vous avez suivi cette semaine, vous avez dû voir qu'on a eu une forte hausse qui a cassé pas mal de résistance. En format journalier, ça donne ça, voilà, cassure de 7 obliques et de plusieurs autres résistances qu'on avait vues. Et on s'approche du haut du triangle. Donc maintenant, on va regarder en format hebdo, parce qu'on arrive sur un point clé, en tout cas un point clé qui correspond à l'oblique en rouge ici. Donc l'oblique tracé à partir des points hauts, ici, ici et ici. Donc là, on ne l'a pas encore vraiment atteint, mais on s'en est vraiment rapproché. Donc méfiance, cette figure en rouge, ça peut être assimilé à un triangle symétrique. Donc en théorie, c'est plutôt une figure de poursuite de la hausse, de continuation de la tendance. Mais avant tout, un triangle, c'est quand même une figure d'indécision qui statistiquement a plus de chances qu'on en sorte à la hausse. Alors juste un mot pour ceux qui ont suivi nos dernières vidéos. Le 11 avril, dans la vidéo, on recommandait un achat sur le Bitcoin. Et dans la vidéo suivante, je vous avais dit qu'on était sous résistance, mais que si vous aviez acheté, il fallait rester acheteur pour viser le haut du triangle. Donc là, on arrive quasiment sous le haut du triangle. Si vous êtes toujours acheteur depuis la vidéo, c'est le moment de commencer à prendre des bénéfices. Coupez une bonne partie de votre position et vous passez en stop à zéro sur le reste. On va voir maintenant les différents scénarios possibles vu qu'on est quasiment sous le haut du triangle. Donc comme je vous disais, le haut du triangle, enfin le triangle, on a plus de chances d'en sortir à la hausse qu'à la baisse. Cela dit, en théorie, quand on est toujours à l'intérieur d'un triangle, on n'est pas censé vouloir acheter. On ne va pas se mettre à acheter juste en se disant, statistiquement, on a plus de chances d'en sortir à la hausse, donc j'achète à l'intérieur. Parce que les cours peuvent très bien repartir tester le bas du triangle avant peut-être de remonter, d'en sortir à la hausse plus tard. Mais ça veut dire que si vous achetez maintenant à l'intérieur, si on rebaisse et qu'on revient tester les 5000, vous n'allez pas tenir un stop. Sans compter qu'il y a toujours une chance, même si ce n'est pas la probabilité la plus marquée, qu'on en sorte par le bas. Donc là, si vous avez acheté maintenant, vous avez acheté au pire moment. Donc c'est pour ça que pour ceux qui jouent à long terme, là, tracez simplement le triangle. Si jamais on en fait une vraie cassure, un vrai breakout haussier, donc en format hebdo minimum, là, ça sera le moment d'acheter. Si jamais on cassait ce triangle à la hausse, là, ça serait vraiment un gros signal d'achat, avec des objectifs haussiers, déjà un retour sur les points hauts ici vers les 13 500, ça serait envisageable, voire même encore plus haut. Ce triangle qui dure depuis 2 ans, ça vous montre vraiment l'incertitude des cours. On a fait le top à 20 000, on a refait après un point bas à 3 000 et quelques, et ensuite on a refait un sommet mais qui n'a pas atteint le dernier sommet, puis un nouveau point bas mais qui était quand même plus haut que le point bas d'avant. Ça montre vraiment que là, c'est une phase d'incertitude, donc c'est caractérisé par les triangles. Si jamais on sortait à la hausse de ce triangle, ça voudrait dire qu'on pourrait assister à la fin de cette incertitude qui dure depuis 2 ans. Et si jamais on en sort à la hausse, ça veut dire que c'est les acheteurs qui ont gagné. Donc ça veut dire que potentiellement, ça fait 2 ans que des gens sont en accumulation. Et suite à l'accumulation, il y a la phase de distribution. Si jamais on sort du triangle à la hausse, il y a des bonnes chances que ça veut dire que la distribution va se faire à la hausse et donc ça risque d'exploser à la hausse. Mais pour l'instant, on n'a pas encore cassé le triangle, donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. On va simplement attendre de voir la cassure. Si ça en sort par le haut, on pourra se placer. Et si jamais ça repart tester le bas du triangle, on attendra sagement d'avoir un signal pour acheter. On va regarder également le volume qui est plutôt intéressant en format hebdo, donc le volume ici. Ce qui ne me plaît pas tellement, c'est que sur la phase de hausse qu'on a ici, depuis le rebond en bas du triangle, on a vraiment un volume qui est décroissant. Donc décroissant sur la phase de hausse, en format hebdo. Ça c'est plutôt pas très bon signe, ça veut dire que là on a rebondi en bas du triangle parce qu'on était sur un support, donc c'est un rebond plutôt mécanique. Comme on a vu avant, dans un triangle, c'est l'incertitude. On n'est pas censé dépasser les points bas d'avant. Ça veut dire que quand on touche cette oblique, ça rebondit mécaniquement. Mais vu qu'on n'a pas de volume, on peut se dire que la hausse n'a pas vraiment intéressé le marché. Donc c'est pour ça que je parle d'un rebond plutôt mécanique. Alors c'est vrai que sur la semaine en cours, là on commence à avoir un pic de volume.
Mais vous voyez, pour l'instant, c'est un pic isolé, hein. Les 5-6 semaines d'avant, le volume était vraiment en baisse. Donc c'est pour ça que je me dis que le marché n'est peut-être pas encore mûr pour faire vraiment la cassure de ce triangle à la hausse ici. C'est pour ça que faut être prudent, faut attendre, hein. Des fois que on rebaisse sous la résistance, eh ben, on peut voir que si on gagne un rythme à peu près similaire, hein, on n'aurait pas une sortie de triangle avant encore quelques mois. Et enfin, pour finir avec ce triangle, si jamais on en sort à la hausse, donc en format hebdo, je vous conseille, hein, c'est un triangle qui dure depuis 2 ans, n'estimez pas qu'on l'a cassé à la hausse si on a une bougie horaire qui clôture au-dessus, hein. Il faut une grosse clôture d'un time frame assez grand. Si ça se produit, regardez également le volume. Si on fait une cassure de triangle et qu'on a un pic de volume, en général, c'est le pic de volume qui vous dit que c'est une vraie cassure. Ça veut dire que tout le marché voit qu'on a cassé le triangle et tout le marché voit ça comme un signal d'achat. Du coup, tout le marché est censé acheter à ce moment-là, ce qui fait qu'on a souvent un pic de volume. Si on casse légèrement le triangle mais qu'on n'a pas un pic sur le volume, je vous conseille de rester extrêmement prudent, hein, parce que ça peut être une fausse cassure. Comme ici, vous voyez, là on avait méché au-dessus. Bah, ceux qui ont acheté tout de suite en se disant que c'était une cassure de l'oblique, ils ont acheté la mèche en fait, et là ils se sont retrouvés piégés avec le pire prix possible. Donc méfiance, hein, restez patient, je vous conseille. Tant qu'on n'a pas un vrai signe en hebdo de cassure de triangle, ça vaut pas le coup de vouloir acheter maintenant. On va regarder rapidement en format journalier pour voir à plus court terme ce qui se passe, même si honnêtement il n'y a pas grand chose à faire dans les petits time frames. Soit vous êtes acheteur comme on avait vu avant, dans ce cas-là il faut, comme j'ai déjà conseillé, commencer à encaisser des gains, parce qu'on arrive sous l'oblique. Soit si vous n'êtes pas déjà acheteur, là pour moi il n'y a rien à faire. On ne va pas acheter maintenant pour viser une toute petite hausse, alors qu'il y a une chance que ça puisse baisser beaucoup. En termes de ratio rendement risque, c'est pas très intéressant. Potentiellement, si jamais on testait l'oblique ou qu'on rebaissait, peut-être que si on revenait prendre appui sur cet oblique qu'on a cassé ici en journalier, ça pourrait faire un throwback et on pourrait se mettre à chercher des achats pour jouer peut-être le nouveau test de l'oblique ici, du triangle. Mais voilà, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de signe, tant qu'on voit pas comment se comportent les cours, ça reste un plan très hypothétique, donc on va pas s'attarder là-dessus, hein. Simplement, on est pas loin du haut de triangle ici en rouge à long terme. Donc pour moi là, commencer à vouloir acheter maintenant, ça offre pas un ratio rendement risque intéressant parce que on a peu de chances de casser l'oblique facilement ici et on a quand même des grandes chances que l'oblique fasse résistance et repousse les cours à la baisse. Du coup, c'est pas un trade qui a notre avantage. Là, c'était pour la partie purement technique. Du côté des fondamentaux, vous devez savoir qu'il y a le halving qui arrive sur le Bitcoin bientôt. On m'a demandé plusieurs fois mon avis sur ce qui va se passer. Honnêtement, je pense que c'est très difficile à prédire. Si on regarde le premier halving qu'il y a eu, c'est vrai que le cours a explosé sur le Bitcoin en 2012. Si on regarde le second qu'il y a eu, il n'y a pas eu d'explosion des prix. En tout cas, elle a eu lieu plusieurs mois après. Donc, c'est pas forcément lié directement à ça. Du coup, pour ce troisième, c'est difficile de vous dire ce qui peut se passer. Surtout que contrairement aux deux précédents, ici, on a un marché qui est beaucoup plus mûr, qui a beaucoup évolué. On n'a pas la même configuration qu'à l'époque des premiers. Maintenant, sur le Bitcoin, on a beaucoup de produits dérivés. On peut trader sur le Bitcoin, donc estimer la valeur du Bitcoin avec des produits dérivés, des CFD sur le marché futur, sur le marché des options. Donc je pense que ça risque d'être moins impactant que lors des deux premiers halvings. Parce qu'avec l'émergence de toutes ces nouvelles façons de trader le Bitcoin, avec les produits dérivés ou autres, les mineurs, je pense, ont moins d'impact qu'avant sur le marché. Parce que maintenant, il y a des dizaines de milliards de dollars, hein, qui sont en jeu sur le Bitcoin avec tous ces marchés. Du coup, il y a beaucoup plus d'inertie et une petite frange de la population Bitcoin ne peut pas faire bouger les cours comme elle avait pu le faire avant. Donc, à mon sens, ça sert à rien d'essayer d'anticiper ce qui va se passer. C'est un cas unique avec des conditions de marché différentes. Et comme vous avez pu voir sur d'autres marchés, quand il y a des nouvelles macroéconomiques ou des grosses nouvelles importantes qui tombent, les cours peuvent faire n'importe quoi. Si je prends le marché du Forex pour comparer, des fois vous avez une bonne nouvelle pour une monnaie, la monnaie va quand même baisser. Et des fois la bonne nouvelle va faire monter les cours. Pourquoi? Parce que le marché va pricer principalement les anticipations qu'il fait de la nouvelle. Par exemple, si un gros fonds pense que le dollar, suite à la publication d'un PIB, va monter, avant que la nouvelle soit publiée,
il va acheter beaucoup de dollars. Comme ça, quand la nouvelle est publiée, vu qu'il pense qu'elle va être bonne, il pense que ça va faire monter les cours, et vu qu'il l'a acheté en amont, il a eu un super prix d'achat. Par contre, si la nouvelle est mauvaise ou qu'elle est moins bonne que ses attentes, s'il attendait un PIB à plus 5 et que le PIB est que à plus 2, ça reste positif, mais c'est moins bon que ce qu'il pensait. Du coup, il risque de se dire, mince, j'ai bloqué des dizaines de millions de dollars que j'ai achetés en amont. Je pensais faire une plus-value de 5-6% parce que ça allait exploser. Je vois que le PIB est pas aussi bon que ce que je pensais. Eh ben, j'ai pas envie d'immobiliser mes 10 millions de dollars pour rien. Je vais revendre mes dollars pour investir sur un marché qui est plus prometteur. Et du coup, même avec une nouvelle positive, eh ben, le prix du dollar pourra chuter. Donc si on reprend la même logique sur la Bitcoin, c'est vrai que là on a eu une semaine plutôt haussière. Ça se trouve, c'est des gens qui se disent que le halving va être positif et donc qui ont acheté du Bitcoin en masse avant la nouvelle. Et quand la nouvelle va tomber, eh ben, si le cours du Bitcoin ne se met pas à exploser, pour une raison XY, hein, comme je vous ai dit, on ne peut pas trop savoir à l'avance, ben, ces gens qui en ont acheté beaucoup ici vont peut-être se dire, ça sert à rien que je garde 10 Bitcoins immobilisés pour rien. Vu que ça n'a pas explosé, ben, je vais revendre mes bitcoins pour récupérer mon capital en dollars pour l'investir sur un autre marché qui sera plus prometteur. Et du coup, ce genre de raisonnement pourrait faire baisser le bitcoin vu qu'ils vendent leur bitcoin pour récupérer leur cash. Donc c'est pour ça que je vous dis que personne ne peut prévoir hein, le halving. Enfin, on pourrait dire ça va monter ou ça va baisser, mais pour moi c'est de l'analyse, c'est du pipi de chat, personne ne le sait. Celui qui vous dit actuellement avec certitude, je suis sûr que ça va monter ou que ça va baisser, c'est comme si commentait un pile ou face en vous disant je suis sûr qu'il va y avoir pile. Pour moi, ça n'a simplement aucune fiabilité statistique. Sur l'Ether en dollars, je reprends le même graphe que la semaine passée. On est toujours dans ce canal baissier en orange. Donc là, on a rebondi en bas, il y a une belle phase de hausse. Alors, on a également Ichimoku sur le graphique. Hein. Alors, attention, en hebdo avec Ichimoku, on a testé le Kumo ici. Donc, le Kumo est fin, ça veut dire que c'est pas une grosse résistance à la hausse. Mais malgré tout, c'est quand même une résistance hebdomadaire, même si elle est légère. Donc là, on voit qu'on a méché un peu au-dessus. Pour l'instant, ça tient. D'un point de vue des perspectives, il n'y a pas grand-chose à aller chercher à la hausse. Hein. Si jamais vous aviez un scénario haussier que vous vouliez acheter, bah, vous achetez pour aller viser les 250, 255 maximum. Donc il n'y a pas des très bonnes perspectives de hausse maintenant. Si vous êtes déjà acheteur, hein, vous pouvez garder les achats pour aller viser le haut du canal. Si vous n'êtes pas déjà acheteur, pour moi, il n'y a pas vraiment de raison d'acheter ici. On est plutôt sur la partie haute du canal. Du coup, il y a plus de perspectives à la baisse qu'à la hausse. Et en plus, là, on vient de faire 5 semaines de hausse. Pour se placer, maintenant, je pense qu'il faudrait vraiment une correction. Toujours pareil, hein, je rappelle souvent qu'Ichimoku, on a cassé ici la Kijun en bleu à la hausse. On a testé le Kumo. Ça, c'est l'objectif qui est assez logique avec Ichimoku. Quand on casse la Kijun, souvent on va tester le Kumo. C'est fait, donc attention maintenant, ça pourrait repartir à la baisse. On va regarder en format journalier. On avait vu la semaine dernière en format journalier ce canal parallèle haussier en bleu. Et ce que je vous conseillais, c'était d'acheter les replis si on testait le bas du canal avec le Kumo à la fois. Donc ça n'a pas vraiment eu lieu. Peut-être à guetter si on baisse dans les 2-3 prochains jours très rapidement. Si on fait une petite mèche en bas du canal et qu'on teste le Kumo, peut-être tenter un petit achat pour jouer la mèche basse sous le canal avec un stop un peu en dessous hein, sous le Kumo. Quelque chose peut-être comme ça pour aller viser le haut du canal ici. Hein. Là pour le coup ça ferait un trade qui peut être intéressant. Quelque chose comme ça. Mais voilà, pour l'instant on n'a pas encore testé les bas du canal. Comme je vous ai dit, hein, là je voudrais bien un repli pour acheter parce que en hebdo, on voit qu'on a eu 5 bougies de hausse hebdomadaire. À un moment, il faut bien que les cours respirent. Pour ceux qui jouent à long terme, hein, c'est un peu comme sur le Bitcoin. Pour les prises de position à long terme, vraiment pour tenir les positions, il faudrait qu'on sorte de ce canal baissier à la hausse. On a un triangle sur le Bitcoin, on attend la cassure par le haut si elle a lieu. Bah, sur l'Ether, on a un canal baissier parallèle. Il faut attendre la cassure par le haut, donc vers les 270 actuellement. Si ça arrive en format hebdo, ça veut dire qu'on est sorti du canal, donc on a fait un breakout haussier. Là, on pourrait acheter avec un stop sous le canal et on pourrait viser des objectifs assez intéressants à la hausse. Hein. Un retour sur les 360 qui est le niveau très fort hein, sur l'Ether dans un premier temps. Point haut, point bas et les points hauts. Et si jamais on casse ce niveau, hein, même aller chercher encore des niveaux encore plus hauts vers les 800, c'est les prochaines grosses résistances qu'on aurait.
Donc c'est pas d'actualité, mais si on sort de ce canal baissier à la hausse, ça serait quand même un gros signal de poursuite haussière sur le long terme. Sur le Ripple Fast Dollar, en format hebdo, on est techniquement dans un espèce de biseau en gris, ici. Donc c'est plutôt une figure d'inversion de tendance, donc sortie statistique par le haut la plus probable. En tout cas pour l'instant c'est pas fait. Hein. On a rebondi sur le point bas extrême ici. Là c'est vrai qu'on a une petite phase haussière. Hein. On pourrait être intéressé pour aller viser au moins le haut du biseau. Encore une fois on ne peut pas estimer qu'on va le casser à la hausse, hein, même si c'est statistique. Mais viser le haut du biseau, il n'y a pas vraiment de grosse résistance avant qu'on aille le tester. Donc ça peut être un niveau intéressant à vouloir aller chercher. Alors avant de regarder, on va regarder en journalier pour affiner un peu. Un petit coup en hebdo, le signal comme pour le Bitcoin et l'Ether, le gros signal d'achat à long terme, c'est si on cassait le biseau à la hausse. Et j'aimerais bien également qu'on casse cette résistance qu'on a ici d'ailleurs. Là, les points hauts, point bas, c'est une grosse résistance. Si on pouvait sortir du biseau et à la fois casser cette résistance à la hausse, pour moi on aurait un gros signal d'achat. Si on faisait une clôture en hebdo au-dessus de 0,31. Ça voudrait dire qu'on est sorti du biseau à la hausse et ce qu'on pourrait viser c'est un retour en haut du biseau dans un premier temps vers les 0,5. Donc là ça serait le trade intéressant pour du long terme. On va rajouter Ichimoku. Avec Ichimoku en format hebdo, méfiance sur le niveau parce qu'on est bloqué sous la Kijun ici qui s'est mis à plat. On l'a testé avec la mèche, pour l'instant on ne l'a pas cassé à la hausse. Donc toujours pareil, hein, si on la casse à la hausse, en théorie, ce qu'on peut viser après, c'est un test du Kumo. Donc un test du haut du biseau, hein, selon le rythme. Hein. Ça peut être l'objectif intéressant. On va regarder en format journalier. En format journalier à plus court terme, hein, on est dans une petite tendance haussière. Hein. Depuis le rebond qu'on a fait en bas ici du biseau, la tendance est plutôt haussière. Mais on est bloqué sous le Kumo en journalier. Regardez comme c'est propre. On a eu bougie ici, mèche haute, puis avalement baissier sur cette bougie, avec en plus un peu de volume. Donc méfiance, hein, avalement baissier, donc le chandelier japonais rouge ici, qui a avalé tout le corps du chandelier vert précédent, c'est plutôt un signal de changement de tendance. Ça veut dire que là on pourra avoir une phase de baisse, et en plus pour pouvoir continuer à monter, il faudrait qu'on sorte du Kumo. Le Kumo c'est une résistance à la hausse, donc vu qu'on a une résistance juste au-dessus de nous et qu'on a eu un chandelier plutôt baissier il y a 2 jours, ça donne pas envie d'acheter maintenant. Par contre, si on baissait, cette zone pour moi serait intéressante. Donc c'est la zone des 0,018. Hein. Elle serait intéressante parce que à court terme, on est dans une tendance haussière comme j'ai dit. Donc chercher des achats, c'est un plan logique. Si on revient ici, on viendrait tester le bas du Kumo. Donc c'est un niveau de support intéressant pour acheter. C'est un peu le support de la dernière chance. Et à l'horizontale, c'est un niveau assez intéressant. C'est les anciens points bas qu'on avait fait ici, qui ont été pas mal travaillés. Ici, ça a bloqué la hausse une fois, 2 fois. On l'a finalement cassé ici, breakout haussier. Puis on l'a retesté avec un throwback 2 fois. Donc on voit que c'est une zone importante avec des belles réactions de prix. Donc maintenant qu'on est au-dessus et qu'on a une tendance haussière, à court terme, hein, je me dis que si on rebaisse dessus, ça sera un bon niveau de support à l'horizontale. Et donc on pourrait cumuler au Kumo d'Ichimoku. C'est pour ça que tenter un petit achat par ici, avec un stop un peu sous le Kumo et un peu sous la zone, ça peut être un trade intéressant hein, pour aller chercher le haut du biseau ici en hebdo. Donc selon le rythme, hein, ça pourra monter peut-être par ici. Il faudra ajuster le TP. Mais dans tous les cas, vous voyez, ça fait un TP avec un très très bon ratio rendement-risque. Donc voilà pour le XRP. Hein. Alors méfiance, hein, comme je vous ai dit, là on a plutôt une figure baissière. Donc attendez que ça baisse pour acheter. Surtout qu'en format hebdo, rappelez-vous, hein, on est actuellement sous la Kijun. Donc on ne peut pas acheter directement maintenant parce qu'on est dessous. Donc on ne peut pas estimer qu'on va la casser facilement. Surtout que la tendance en hebdo, elle, est plutôt baissière. Hein. Donc attendez, je pense, vraiment une correction pour chercher des achats sur XRP. Et on va finir avec le BNB en USDT. En format hebdo, ce qu'on voit, c'est que on a réintégré l'espèce de triangle ici hein, qu'on avait déjà vu. Ce qui va être important pour moi, je vous disais il y a 2 semaines, je ne savais pas si c'était une réintégration du triangle ou si c'était simplement un pullback sous le triangle avant que ça reparte à la baisse. Là, on voit qu'on l'a réintégré et qu'on a réussi à rester à l'intérieur depuis 2 semaines. Du coup, j'ai l'impression qu'on l'a réintégré et que là, c'était une fausse cassure. Alors maintenant, ce qu'on peut se dire pour les plans, c'est que là, on est en train de tester la cassure de la Kijun en bleu.
Encore une fois, hein, je me répète, mais si on casse la Kijun, l'objectif qu'on pourrait aller chercher, c'est le test du Kumo. Et ça tombe bien parce que le Kumo correspond à cet oblique en même temps. Donc c'est un double objectif chartiste et un objectif logique avec Ishimoku. Donc ça pourrait nous ramener vers les 20 grosso modo. Mais pour ça, il faut que la clôture hebdo se fasse cette semaine donc au-dessus de la Kijun. Donc la Kijun hein, qui est à 16,72. Pour l'instant on y est, à voir si ça a tenu jusqu'à la clôture hebdo. Si ça a tenu, donc l'objectif c'est d'aller chercher la zone des 20. On va affiner en format journalier. Alors en format journalier, on a d'autres choses intéressantes à noter. D'une part, les cours sont en train de franchir le Kumo à la hausse. Ça c'est plutôt un signal que la tendance haussière domine. Mais pour vraiment valider la tendance haussière avec l'Ishimoku, il faut également que l'Ashiku en noir ici, donc l'élément retardé, traverse le Kumo. On estime que la tendance passe haussière si les cours et l'Ashiku sont au-dessus du Kumo. Donc pour l'instant, l'Ashiku c'est pas fait. Mais ce qui est quasiment sûr, c'est que à moins que ça baisse vraiment très brusquement comme ça, dans les 2-3 prochains jours, ben, la Chikou va traverser. Je rappelle, hein, la Chikou ici en noir, c'est simplement les prix en clôture ici, décalés de 26 périodes. Ça veut dire que quand les cours vont faire une ou deux bougies de plus, ben, la Chikou va se décaler ici et elle sera mécaniquement au-dessus du Kumo. Alors par contre, attention, le fait que Ishimoku valide la tendance haussière, que les prix et la Chikou soient au-dessus du Kumo, c'est pas un signal d'achat tel quel en soi. Ça veut simplement dire la tendance est maintenant haussière. Il va falloir trouver une zone d'achat, mais ça ne veut pas dire acheter maintenant tout de suite. Hein. Donc là, si jamais on a la validation de la tendance haussière avec la Chikou qui traverse, on peut se demander quelles seraient les zones de prix intéressantes pour se placer à l'achat. Là, je verrai deux zones. La première, c'est la Chikou qui serait par ici. Hein, si elle revient tester ici le Kumo. C'est un support, le Kumo est à plat, c'est la SSB qui est à plat. Donc c'est une bonne zone de support. Hein. Les cours seraient donc par là. Et on aurait peut-être la Kijun ici en journalier qui serait en train de monter et qui serait en support. Donc à court terme, la zone hein, des 16,77, ça serait une bonne zone pour chercher des achats à court terme. En plus, ça correspond à la zone de la Kijun. Donc si on la casse à la hausse, ça correspondrait à un retest par au-dessus de la Kijun qu'on a ici à plat en bleu. Par contre, on voit qu'en format hebdomadaire, on a eu 5-6 semaines de hausse ici. On pourrait avoir une correction plus profonde. Donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'à court terme, tenter un petit achat là-dessus, si on a bien validé la cassure hein, de la Chikou, ça peut se tenter. Par contre, si ça ne marche pas, attention, on peut avoir des baisses un peu plus poussées. Alors, on peut se dire que les cours pourraient aller tester le bas du Kumo et le bas de l'oblique qu'on a ici. Donc l'oblique, hein, je vous rappelle, l'oblique ici de l'espèce de triangle. Donc on pourrait très bien aller les tester hein, si on avait une correction un peu plus grande, avec peut-être une mèche pour tester le Kumo par ici. Là, ça serait une zone de prix intéressante parce que c'est simplement le support journalier avec le Kumo. Et on peut cumuler ça avec un retracement de Fibo, comme ceci. Alors là, on a deux niveaux intéressants avec le Fibo. On a le Fibo à 38,20 ici. Donc là, ça voudrait dire qu'on a fait une grosse mèche sous l'oblique et une petite mèche sous le Kumo, si on vient tester là. Mais regardez, en format hebdo, hein, c'est pas une baisse si énorme que ça. Ça correspond à un test là. Et c'est vrai que là, l'oblique, on l'a cassé à la baisse, on est repassé au-dessus. J'ai l'impression que ça veut faire un peu le yo-yo autour, hein, comme ça. Donc, à guetter, hein, si jamais on fait une petite mèche à 13,60, c'est vraiment un bon prix pour tenter un achat. Sinon, toujours en journalier, peut-être couper la poire en deux et regarder cette zone, le Fibo 23,6. Alors, c'est un Fibo plutôt mineur, hein, qui est moins fort que le 38. Mais je me dis que si la tendance est très haussière, ça correspond quand même à un Fibo. Et en même temps, ça correspond à l'oblique. Donc, c'est quand même un niveau assez important. Donc là, c'est vrai que je vous ai donné pas mal de niveaux. Hein. J'ai l'impression que ici on a un niveau. Ici, on aurait un niveau. Et au pire des cas, ici, on aurait le Fibo 38 et le Kumo. Ça fait 3 niveaux de prix intéressants pour acheter. On n'est pas devin, je ne peux pas vous dire à l'avance sur quel niveau ça devrait rebondir. Là, il faudra regarder en temps et en heure. Si la Chikou a bien cassé le nuage, c'est la première chose à voir. Si ça arrive, après, il faudra voir quand les cours vont tester ces différentes zones.
regardez en petit time frame, en 4 heures par exemple, est-ce que sur ces niveaux, on a un signal de reprise haussière? Si on en a un, pour moi, sur un de ces niveaux, ça vaut le coup de tenter un achat avec un stop un peu en dessous à chaque fois. Donc un stop serré, hein, pour le coup, on ne joue pas avec des stops larges. Pour tenter de jouer le rebond sur ces niveaux. Mais là, voilà, il faudra vraiment voir ça en temps et en heure, hein. N'oubliez pas les figures de retournement. Soit vous avez un biseau après un petit mouvement de baisse, soit vous avez un chandelier japonais, un marteau inversé, un avalement haussier. Peu importe, prenez les méthodes que vous préférez. Mais voilà, c'est les trois niveaux pour moi intéressants, hein, 16,77, 15,30 et 13,59 pour chercher vraiment des signaux de reprise haussière.